Tranche de couple, les histoires et le monde vitaminé de Guillaume et Max, saison 3. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 4e épisode de la saison 3 de Tranche de couple. Épisode qu'on a choisi d'intituler « Sans dessus, dessous ». Alors tout d'abord, un grand merci d'être si nombreux à nous écouter. Et comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes qui sont diffusés le lundi tous les 15 jours. Entre-temps, on se retrouve sur notre page Facebook et notre compte Twitter, toujours Tranche de couple, avec le chiffre 2 au milieu, comme le nom du podcast. Vous pouvez nous envoyer un message par email sur tranchedecouple@gmail.com. Pour terminer cette introduction, on compte toujours sur vous pour faire connaître ce podcast autour de vous, par exemple en partageant cet épisode sur vos réseaux sociaux. Et comme toujours, si vous le pouvez, mettez-nous une note, un commentaire sur Apple Podcast, sur YouTube, sur Spotify, enfin bref, là où vous nous écoutez. C'est encore aujourd'hui le moyen le plus efficace pour accroître la visibilité de Tranche de couple. Et on vous voit, on sait que vous nous écoutez via ces différents canaux, donc on sait que vous pouvez nous mettre un petit pouce en l'air pour nous dire que vous nous aimez et nous envoyer de l'amour. Voilà, et bien sans dessus-dessous, on va commencer par la politique en Allemagne, Max. Exactement. Alors il y a 2 semaines, le 26 septembre dernier, se tenaient les élections législatives en Allemagne, tant au niveau fédéral qu'au niveau des différents Länder. Alors on s'est dit qu'on pourrait revenir sur ces résultats, et surtout pour le niveau fédéral, sur la constitution d'une coalition gouvernementale, un processus structuré qui prend plusieurs semaines à plusieurs mois en temps normal, et ces élections ne devraient pas faire exception. Alors, revenons brièvement sur le système politique allemand, qui est un petit peu particulier. Vous retrouvez plus de détails sur un site très bien fait de la fondation Heinrich Böll, avec des articles qui ont été rédigés par Jules Ebert, que l'on salue. Tous les 4 ans donc, les Allemands élisent leurs députés au Bundestag. Le Bundestag, c'est la chambre qui occupe la place prépondérante dans le système politique allemand. L'élection des députés se fait au travers d'un système mêlant vote majoritaire et vote proportionnel, avec en fait 2 voix par électeur, l'une qui sert à élire un député par circonscription, et l'autre qui détermine l'équilibre global des forces politiques au sein du Bundestag, avec des députés qui viennent compléter le Parlement. Compte tenu de la répartition des voix entre les partis, le gouvernement résulte en principe d'une coalition entre plusieurs partis. Le Bundestag élit ensuite le chancelier, ce qui, bien sûr, est au cœur des négociations en cours sur la coalition gouvernementale. En Allemagne, la formation d'une coalition entre les députés de 2 ou 3 partis est presque toujours nécessaire, effectivement, pour réunir une majorité permettant d'élire un gouvernement et là où le chancelier. En principe, c'est le parti qui arrive en tête des élections qui initie les négociations pour former une coalition majoritaire. Les négociations visent à définir ce qu'on appelle un contrat de coalition, autour duquel 2 ou 3 partis s'accordent sur les lois et réformes à mettre en œuvre au cours du mandat. La répartition des postes ministériels en fonction du poids politique des membres de la coalition est également au cœur des discussions. Si les négociations peuvent durer entre plusieurs semaines à plusieurs mois, l'accord sur le contrat de gouvernement permet ensuite une stabilité politique durant la législature. Compte tenu de ces négociations, qui permettent de trouver un équilibre entre différentes formations politiques, différents types de coalitions sont possibles, y compris alliant ce qu'en France serait impensable, le Parti vert avec la droite. Adieu Angela! Et oui, parce que la spécificité des élections de 2021, c'est que c'était la fin du mandat d'Angela Merkel, qui était quand même chancelière pendant 16 ans. Oh, la vache, j'étais encore au lycée, quoi. Donc, elle était chancelière sous différentes coalitions, d'ailleurs, et son parti, les chrétiens-démocrates de la CDU-CSU, mais aussi l'autre parti majoritaire, le parti social-démocrate du SPD, avait forgé de vifs espoirs d'être le parti majoritaire au soir des élections. Les résultats du 26 septembre donnent en réalité le SPD mené par Olaf Scholz en tête avec 25,7% des voix, tandis que la CDU-CSU connaît une véritable débâcle en arrivant en 2e position avec 24,1% des voix. Alors débâcle, hein, bien sûr, parce que Merkel avait, au cours des 16 précédentes années, eu beaucoup de soutien, et à chaque fois la CDU-CSU s'en était très bien sorti. Alors en réalité, c'est le parti des Verts avec 14,8% des voix, mais aussi le parti libéral, FDP, avec 11,5% des voix, qui sont, au lendemain des élections, les 2 partis incontournables d'une future coalition. Ils sont en position de force pour déterminer dans un premier temps avec lequel des 2 grands partis ils veulent constituer une coalition gouvernementale, et ce, alors même que
surprise, les candidats des deux partis se sont déclarés prêts à assumer la fonction de prochain chancelier, y compris donc le candidat de la CDU CSU, qui en réalité est arrivé en deuxième position. Wait. Les candidats des deux partis, tu parles de la CDU, CSU et du SPD, d'accord? Oui. Ok, non, c'était juste pour clarifier. Donc depuis le 26 septembre, et en réalité il y avait des discussions qui avaient commencé avant, les Verts et les libéraux sont en discussion pour trouver une approche commune afin de leur permettre de peser face au troisième parti qu'ils choisiront. Ils ont mené des discussions respectivement avec le SPD et la CDU-CSU dans l'objectif de déterminer avec qui ils souhaitent engager des négociations approfondies sur un contrat de gouvernement. Avant l'élection, le FDP avait déclaré avoir une préférence pour travailler avec la CDU-CSU, tandis que les Verts, eux, préféraient le SPD. Mais en définitive, ils ont en quelque sorte un destin commun et devront faire un choix d'ici à la fin de cette semaine, donc au moment où le podcast sera enregistré. Normalement, ils devraient en faire un choix. Alors, d'après ce que je viens de lire, ça pourrait être le SPD avec lequel ils vont engager les discussions. Tout à fait, on le saura demain, jeudi, officiellement, si je ne fais pas d'erreur. Alors, il est certain qu'ils garderont l'option jusqu'au bout de changer de portage, parce que c'est comme ça qu'ils réussiront à mettre la pression sur le SPD, en fait, si c'est bien avec le SPD qui vont négocier. Il n'est pas exclu donc que des négociations parallèles se maintiennent, même après le choix de négociations privilégiées avec l'un des deux partis. Et puis au-delà de l'accord de gouvernement, il faudra voir aussi quels portefeuilles ministériels seront attribués à chacun des partis. Et donc, qu'est-ce que les Verts et le FDP arriveront à négocier et surtout, la personnalité de chaque parti qui l'occupera. Par exemple, le nom du prochain ministre des Finances allemand sera déterminant au plan européen, s'agissant notamment de la redéfinition à venir des règles du pacte de stabilité, c'est-à-dire les règles du déficit, ou des besoins d'investissement du continent, c'est-à-dire le fait pour l'Europe de pouvoir s'endetter en propre pour investir dans l'avenir. Et là, le candidat supposé des Verts et le candidat supposé du Parti libéral divergent du tout au tout. Bref, affaire à suivre, mais on espère aujourd'hui vous avoir donné quelques clés de compréhension. Merci Max. C'est toi qui continue, Guillaume ? C'est moi qui continue, et sans dessus-dessous, c'est un peu l'Église catholique de France en ce moment, avec la remise hier du rapport Sauvé. Sujet sensible s'il en est, on ne voulait pas pour autant passer à côté de cette remise. Donc, ce rapport a été rédigé par la CIASE, Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. C'est une commission qui a été créée en 2019 afin de faire la lumière sur l'ampleur du phénomène, les raisons, les mécanismes qui pourraient le corriger et réparer ce qui peut encore l'être. À l'origine de ce rapport, une très lente prise de conscience par l'institution, d'une part de l'ampleur des abus commis au cours des années. Le rapport remonte aussi loin que les années 50, quand les informations sont disponibles en fait, mais avec davantage d'informations au cours évidemment des dernières décennies. Le rapport rendu public le 5 octobre dernier mentionne entre 2900 et 3200 membres du clergé ou laïcs responsables d'abus sexuels et surtout 216 000 victimes pour les clercs et religieux et pas moins de 330 000 victimes si on prend en compte aussi les laïcs travaillant dans des institutions liées à l'Église, mouvement de jeunesse, école, etc. Hallucinant, oui, c'est énorme, c'est assez monstrueux. Et par ailleurs, bien que ces abus ne soient pas propres à l'Église catholique, le rapport pointe également que c'est dans cette institution que le taux de prévalence est le plus important, le plus fort, même en le comparant au sport, à l'éducation. Il y a ce qui se passe en famille, où on a très très peu de données, évidemment, mais en tout cas, dans l'Église, le taux de prévalence est de beaucoup plus important, 3 à 4 fois plus important que dans les autres domaines qui ont été étudiés. Donc, c'est vraiment un souci majeur. Une des grandes questions qui se posent maintenant, avant la réunion de novembre de la Conférence des évêques de France, qui étudiera ce rapport et les propositions faites, ainsi que les modalités des prochaines étapes pour l'Église catholique, est de savoir comment l'Église catholique de France va réagir et à long terme agir pour traiter ce mal. On a senti pendant quelques années, jusqu'à l'installation de la CIASE, en fait, l'institution fragilisée par ces révélations et en même temps réticente à prendre des mesures. Une des raisons qu'on peut d'ailleurs constater aujourd'hui, via certains articles notamment, c'est que
c'est la structure et le fonctionnement profond, non seulement de l'Église catholique française qu'il faudrait changer, mais de l'Église catholique en général. Le porte-parole de l'une des associations de victimes appelle à un Vatican III pour réformer l'institution comme un premier pas seulement. D'autres seraient encore nécessaires ultérieurement après cette réforme. On note notamment que l'Église fonctionne exclusivement sur les décisions prises par des clercs, que les laïcs n'ont pas de place, contrairement à des églises, par exemple les églises protestantes. Et c'est une des possibilités qui a été évoquée pour faire évoluer le fonctionnement de l'Église. Mais ça ne dépend pas uniquement des évêques français. C'est vraiment, en tout cas dans l'immédiat, c'est vraiment quelque chose qui dépendrait d'une réforme plus profonde de l'institution. Et on peut se poser la question de si cette institution est prête. Une autre raison que je suspecte aussi est la crainte que ces révélations ne fragilisent encore davantage une institution qui, comme je vous le disais, a perdu ses repères alors même qu'elle est supposée être un phare, un repère pour les croyants, et qui peine à se réformer et à s'ouvrir aux évolutions de la société. Et qu'à force de courir après une certaine frange de croyants, elle ne cesse de s'éloigner de la majorité non croyante des Français, tout en renforçant son image d'institution arriérée et en décalage. Je suis un peu cru, j'en suis navré pour nos auditeurs que je pourrais toucher, mais je parle bien ici, c'est important de le préciser, de l'institution Église catholique et des personnes qui la font tourner. Je ne parle pas des croyants, il y a vraiment une séparation à faire. Il n'y a aucune ambiguïté pour moi entre l'esprit de l'Église et son corps, les croyants, et les dysfonctionnements qui sont liés à des fonctionnements humains. Pas d'amalgame, comme tu dis Max. Il est hors de question, hors de propos de rendre responsable l'ensemble des catholiques ou de dire que la Bible serait responsable. Et pour revenir à ce que je disais sur l'image d'institutions arriérées en décalage, ce ne sont pas malheureusement les dernières déclarations, comme tu disais Max, hallucinantes du président de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, qui vont y aider. Il a déclaré pas moins que la confession est au-dessus des lois de la République, ce que Jean-Marc Sauvé a quasi immédiatement repris et rappelé que dans le rapport, il a expliqué que ce n'est pas du tout l'objectif, ce qui était intégré dans le rapport, et il a rappelé que dans le rapport, il a expliqué que dans le cas où il est question d'actes, notamment sur des enfants ou des personnes vulnérables, le secret de la confession ne saurait en aucun cas prévaloir sur le droit. Éric de Moulin-Beaufort a également annoncé que l'Église catholique de France allait probablement lancer un fonds pour l'indemnisation des victimes, alimenté non par les richesses, alors là on ne va pas rentrer dans les détails et les mythes sur les richesses de l'Église, mais on sait qu'en tout cas il y a des possibilités, mais donc non pas par les richesses de l'Église, les possibilités de l'Église, mais par les fidèles généreux. Oui, on regarde le mur et on fonce tête baissée dedans. Oui, alors effectivement, moi je pense que peut-être qu'il y a beaucoup de mythes supposés sur les richesses de l'Église, mais pour autant, c'est l'institution, en tant qu'institution, qui est responsable. Et il y a clairement des moyens, y compris d'emprunter avec des garanties sur des biens que l'Église a, mais qui sont utiles, qu'elle ne peut pas vendre, parce qu'en fait, si c'est les séminaires, mais il y a clairement des solutions à trouver, et simplement dire que c'est les fidèles qui vont devoir généreusement payer pour indemniser les victimes des clercs, ça me semble pas, c'est un peu hallucinant. Mais je pense que malheureusement, on va attendre le mois de novembre pour voir effectivement ce qui se passera et quelles décisions seront prises, mais j'ai le sentiment qu'on repart comme avant, quoi. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de... Je noterai, il faudrait que j'étudie ça parce que j'ai pas toutes les clés pour vous en parler plus profondément. Mais l'Allemagne l'Église catholique allemande a entrepris une énorme démarche synodale aussi, notamment après, en 2018, la publication d'un rapport sur les abus sexuels dans l'Église. Comme je le lisais sur Twitter, les catholiques allemands ne s'en sont toujours pas remis. C'est une église qui est aussi en pleine tourmente. Après, est-ce que c'est ça qu'il faut faire pour arriver à faire ressortir le message de l'Église, le vrai message de l'Église, et pas celui des bêtises qu'ont pu faire ceux, je dis bien ceux, parce que je ne peux pas dire celles qui l'ont dirigé. Après, il faut, en prenant un peu de recul, là, il y a des réactions immédiates sur un rapport qui est choquant et qui a choqué tout le monde. Il y a un processus qui va devoir se faire dans la durée, tu l'as dit, Guillaume. Et la première brique, elle est quand même importante, c'est-à-dire qu'il y a quand même une commission indépendante qui a été mise en place par l'institution en 2019
Et il y a un rapport qui a été rendu public, c'est pas un rapport qui a été rendu caché à l'institution. Donc il y a une première démarche qui est quand même absolument nécessaire et qui peut être la base pour construire. La question, c'est est-ce qu'ils vont prendre les mesures qui seront nécessaires pour faire progresser l'institution et que finalement l'Église catholique de France, elle redevienne cède dans un processus sain. Mais il faut quand même reconnaître, parce que les chiffres sont hallucinants, c'est choquant. On a tous les deux été choqués en voyant tous ces chiffres sortir, même si on se doutait quand même qu'il y avait quand même un certain nombre de cas. Mais il faut reconnaître que le ménage est fait en place publique, et ça, c'est absolument nécessaire, et c'est très bien. Et il va falloir indemniser les victimes, et il va falloir qu'il y ait des choses qui changent. Mais la première étape, c'est quand même positif d'avoir fait cette démarche-là. On aurait pu attendre en fait que les responsables de l'Église catholique se taisent, tout simplement, pendant quelques semaines. Et oui, après, c'est entre eux aussi. On est dans une société où on commande tout le temps, à chaud. Et peut-être qu'on va se rendre compte qu'au mois de novembre, il y a des très bonnes mesures qui vont sortir. Mais en l'immédiat, ce qui a été dit, je suis navré, mais est navrant. Alors, il y a l'évêque de Strasbourg, qui s'est exprimé dans les dernières nouvelles d'Alsace et qui a eu un discours qui n'était pas du tout celui tenu par Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort et qui était beaucoup plus humble. Et voilà, donc à voir. On sait que les personnes aussi ont des manières différentes de s'exprimer. Et Guillaume, pour terminer, tu voulais saluer les médias catholiques ? Je voudrais saluer le travail de certains. Je ne veux pas saluer les médias catholiques, mais je vais saluer l'initiative ou le travail de certains médias catholiques. L'enquête, le rapport qui a été fait par Témoignages chrétiens notamment, et puis une initiative de l'hebdomadaire La Vie, qui, afin de rendre l'information sur ce rapport accessible au plus grand nombre, rend son site et ses articles accessibles sans abonnement jusqu'au 15 octobre. Voilà, il faut aussi saluer ce genre d'initiative positive. Et puis il y a eu une vidéo faisant intervenir différentes personnes par la Croix qui était aussi... Tout à fait. Et on va d'ailleurs se le noter et vous la partager un peu pour que... vous la partagez sur nos réseaux sociaux. En tout cas, un sujet très important aussi pour nous en tant que catholiques pratiquants. Voilà, donc... Et qui nous tient à cœur, vous pourrez vous en serez rendu compte. Allez, on passe à la rubrique Belgitude. Sans dessus-dessous, qu'est-ce qui est sans dessus-dessous aussi, Max ? C'est la météo. Ça, c'est l'étape d'après. Ça, je me suis trompé, dit. Non, la Belgique, t'as raison. Et alors voilà, parce que cette saison doit être aussi placée sous le signe du changement, nous vous proposons à intervalles réguliers, ou très irréguliers d'ailleurs, on verra, un point Belgitude un peu différent qui nous emmènera hors de Bruxelles. Te marre pas. Ouais, non, mais en fait, c'est quand t'arrives pas à trouver un truc sur Bruxelles, en fait. Oh, mais vous avez vu comme il est l'autre. On va parler de Namur, on aura des choses à dire sur Namur aussi. Bref, on va aller à la rencontre d'une ville belge, en partant d'une anecdote, d'une idée, de quelque chose qui nous a fait rire, sourire ou pleurer. On vous parlera un peu de cette ville et on vous emmènera faire un peu de tourisme, tout en gardant évidemment en focus qu'on parle de notre point Belgitude. On commence cette semaine avec la ville de Mons, Bergen en néerlandais. Forte de sa grande place, sa collégiale, son beffroi typique, visible depuis l'autoroute qui relie Paris à Bruxelles et ses 100 000 habitants. La ville de Mons est dans l'actualité pour plusieurs raisons. La première, ce sont ses places de parking qui empêchent les riverains de sortir de chez eux dans certaines rues étroites et qui, donc, après avoir été tracées, ont été condamnés à coups de poteaux en métal plantés dans le sol pour empêcher le stationnement. Une solution à la belge, en somme. Ouais, c'est particulier quand même. Hein. N'est-ce pas ? Mais Mons, c'est aussi la ville d'Elio Di Rupo. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'Elio Di Rupo pour plusieurs raisons. Ces nœuds papillons, d'abord, qui ont fait le tour de l'Europe. Le fait que ce soit probablement le premier Premier ministre ouvertement homo ever du monde. Ou encore sa mainmise sur le PS wallon que les Belges qui nous écoutent comprendront. Dans la série des projets d'Elio, qui n'en manque pas, il y a donc le projet de la gare de Mons, une gare grande et moderne, digne de celle des Guillemins à Liège. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est l'architecte qui a fait notamment la nouvelle gare du World Trade Center aux États-Unis ou de l'aéroport Saint-Exupéry, qui a aussi fait celle des Guillemins et, surprise, qui a été sélectionné pour faire, dans un concours tout à fait anonyme, la gare de Mons. C'est à ce jour, la gare de Mons, 8 ans de retard sur les travaux, un budget multiplié par 10 pour atteindre 330 millions d'euros. Oups, même pour le nouvel aéroport de Berlin ou la Philharmonie de Paris, on n'a pas fait mieux.
Un bijou donc, on vous mettra quelques photos des travaux, c'est un peu tout ce qu'on peut vous montrer pour l'instant sur nos réseaux. Mais un bel exemple aussi de tout ce qui peut mal se passer quand on engage des travaux colossaux et parfois des architectes un peu divas. Je crois qu'il pleut sur les quais de la gare de Mons. Il pleut toujours sur le génie de la place de la Bastille. Non, pardon, rien à voir. Il pleut sur les quais de la gare de Mons. Ils les ont pas encore couverts, il y a quand même des trains qui circulent. Ah oui. Mais en même temps, en Belgique, il pleut partout, tout le temps. Il fait humide. Allez, sans transition, on passe à la rubrique vie de couple. Et cette fois-ci, effectivement, ce qui est sans dessus-dessous, c'est la météo. C'est n'importe quoi. On est mouillé. Je crois que c'est le moins qu'on peut dire. On est mouillé et puis on commence à avoir frais. On a allumé le chauffage. Ah mince. Et oui. Et pour la première fois de ma vie, je crois que j'ai moi-même pris l'initiative de monter le chauffage. Bienvenue en automne. Terrible. On a ressorti le pantalon de pluie pour le vélo. Vous savez, c'est élégant le pantalon de pluie. On vous en a déjà parlé, je crois, mais c'est très élégant. C'est très très utile pour le hashtag vélo. Une valeur de Stormtroopers noirs. Enfin, en noir. Voilà, donc en fait, je crois qu'on a rangé les shorts. Enfin non, parce que en fait, moi je le garde pour ce week-end, sorry. Je l'ai sorti le pull en cachemire, enfin semi-cachemire, enfin tiers de cachemire, enfin je sais pas. Enfin bref, j'ai sorti le pull un peu chaud, quoi. Merci, bonne maman. Merci, bonne maman. Voilà, et puis l'automne, c'est aussi le moment où on prépare les petites conserves pour l'hiver. On a fait des conserves de coulis. Et oui, ce week-end, on a eu la visite de Françoise et Quentin. Françoise, si tu nous écoutes, big up, ma marraine, qui sont venus nous rendre visite. On a eu une maison bien occupée ces dernières semaines, mais c'était chouette en fait. Après quasiment 1 an et demi de disette sans pouvoir partager cette maison et l'ouvrir et proposer notre espace à d'autres personnes, c'était chouette. Moi, j'ai trouvé aussi de recommencer à avoir du monde ici. Et comme tu le disais, Max, on a fait notre traditionnel après-midi coulis de tomates, n'est-ce pas? Et oui, enfin... Vous avez mis la recette l'année dernière. Le premier, je crois, parce que peut-être qu'on va regarder si on en fait d'autres. Ouais, on va voir, mais j'ai plus de... C'est très utile pour pouvoir faire ensuite les pizzas, les lasagnes. Des pizzas. Ouais. Non, c'est chouette. Et bon, évidemment, c'est sous réserve qu'on a un peu de temps parce que nos emplois du temps sont aussi bien chargés pour ces semaines qui passaient et puis ces semaines qui viennent. Je crois qu'on s'est rendu compte que entre nos activités perso, le boulot, je crois qu'on n'a plus un seul week-end avant le mois de février. Non, alors du coup, pour vous dire, d'habitude on enregistre le week-end de la diffusion du podcast. Là, on avait quand même été rendu à enregistrer le podcast un mercredi soir à 21h30 quand je suis rentré à 21h. C'est vrai que ça nous est jamais arrivé de ne pas enregistrer le podcast le week-end. On l'a délocalisé, on a fait des enregistrements ailleurs, notamment à Lyon, mais ne pas l'enregistrer, nope. Bon, et d'un point de vue culinaire, l'automne, c'est aussi le retour des soupes. Ouais, alors ça, c'est difficile de vous en parler tout de suite, parce qu'en fait... on n'a pas recommencé encore. Hein? Oh, on n'a pas On n'a pas recommencé, effectivement, les soupes. Là, c'était un peu tendu au niveau trouver du temps pour les faire. Mais promis, la semaine prochaine, je ferai des soupes. Je devrais avoir un peu de temps, peut-être. On verra. Et... Voilà, les vacances sont bien loin. Je croyais qu'on était bientôt en vacances. Je crois pas, non. Parce que, en fait, le truc, c'est que... On vient tous les deux de bailler pour vous décrire l'état dans lequel on est. On vient tous les deux de bailler tour à tour. On a tellement de boulot qu'on a des jours de congé à poser et en fait, on n'arrive pas à trouver des jours qu'on peut poser ensemble. Voilà. Mais c'est ça aussi la vie de couple. Accommoder les calendriers professionnels des deux et on sait que ça, c'est un challenge. Ouais, on avait réussi à le faire pendant 1 an et demi, entre mars 2020 et juillet 2021. Finalement, on avait réussi à trouver une forme de fonctionnement où on s'accommodait assez bien. Ouais, c'est sûr. Les vacances, elles étaient passées à la maison. Du coup, on travaillait en fait. Hashtag lol. Voilà. Bon, allez, parce que le temps tourne et que nos deux rubriques intro, notre rubrique intro était quand même un petit peu longue. On passe, Guillaume, à la rubrique découverte. Et on fait une petite rubrique découverte un petit peu différente aujourd'hui sur le thème de la diversité. Ah oui, sans dessus-dessous, c'est aussi les droits des pas mal de mouvements, de changements, 4 nouvelles récentes en tout cas, qui nous viennent de France et de Navarre et de chez nos voisins au sujet des droits des personnes LGBT. Max, est-ce que tu veux commencer avec une première nouvelle ? Eh oui, dans une résolution sur le droit des personnes LGBTIQ
dans l'UE, adopté par 387 voix pour, 161 contre et 123 abstentions, le Parlement européen souligne que ses citoyens devraient pouvoir exercer pleinement leurs droits, notamment la libre circulation, mais également les unions légales reconnues partout dans l'Union. Alors, si ce vote n'a rien de contraignant dans l'immédiat, il n'en met pas moins un peu plus la pression sur des pays, notamment à l'Est, où les droits des personnes LGBT sont mis à mal. Et c'est aussi un message adressé au Conseil, donc aux États, et à la Commission européenne. Tout à fait. Et ça nous amène à notre deuxième nouvelle, puisque 3 régions polonaises qui avaient instauré des zones LGBT free, précisément sans idéologie LGBT, donc 3 régions sur les 5 qui l'avaient fait, ont avancé timidement vers la fin de ces zones et de ces discriminations, notamment à cause de la pression financière que l'Union européenne a commencé à mettre sur ces régions, puisque la Commission a lancé en juillet une procédure d'infraction contre la Pologne pour non-respect des droits fondamentaux et gelé les aides régionales pour ces régions pour un total tout de même de 26 millions d'euros. Affaire à suivre. Eh oui, les fonds structurels, ça parle à tout le monde. Hein. Tout à fait. L'argent, de toute façon, en général, ça parle à tout le monde. Je crois que, voilà. Éric de Moulin-Beaufort, si tu nous écoutes. Bref. Okay. Troisième nouvelle, en Suisse, plus proche de nous, vous l'avez sans doute suivi, un référendum comme seuls nos amis et voisins helvètes en ont le secret, une votation, a ouvert la voie avec 64% de votes en faveur à une législation du mariage pour tous et toutes. Une légalisation, ouais. Vous voyez, il est tard. Donc, un pays de plus en Europe et un pas de plus vers plus de diversité et la reconnaissance des droits pour tout le monde. C'est ça. Et pour terminer, enfin, en France, vous vous souvenez qu'on vous avait parlé dans notre saison 2 des thérapies de conversion et de leur impact sur des jeunes, des populations, en tout cas, qui parfois étaient déjà à risque du fait de leur environnement, notamment familial, et du fait que malgré le travail notamment de 2 députés, Laurence Vanceunebroek et Bastien Lachaud, aucune loi n'était finalement attendue avant la fin du quinquennat. Et ben paf, je mange mon chapeau, car j'avais annoncé mon scepticisme quant à son avenir et je dois reconnaître aujourd'hui que la loi a été remise à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. On nous avait dit que ça ne serait pas possible, qu'il n'y avait plus la place. Eh bien si, et hier en première lecture, donc hier le 5 octobre, a été voté ce projet de loi à l'unanimité, à noter. Mine de rien en avance, y compris sur des choses qu'on n'attendait plus. Et oui, et donc c'est quand même 6h45 de débat, donc finalement ça a été relativement rapidement. Il y a un certain nombre d'amendements qui ont été examinés. L'objectif maintenant, c'est que la loi puisse être validée avec la navette parlementaire. Donc d'abord le Sénat, et puis ensuite réconciliation si les textes sont différents. D'ici au mois de février, parce qu'ensuite c'est la fin de la période de la législature du fait des élections présidentielles. Donc ils ont mis cette loi en procédure accélérée, c'est-à-dire qu'il ne pourrait y avoir qu'une seule navette parlementaire. Donc le texte ne va pas faire plusieurs allers-retours entre le Sénat et l'Assemblée nationale, ce qui est une bonne nouvelle. Mais maintenant, il faut que le Sénat ne ralentisse pas l'examen de cette loi. Et on sait que le Sénat, parfois, c'est un peu Jurassic Park. Faut dire qu'il est contrôlé par une majorité qui n'a pas nécessairement l'interdiction des thérapies de conversion dans ses priorités. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Si ce podcast vous plaît, comme d'habitude, faites-le découvrir autour de vous. N'hésitez pas à nous mettre une note sur Apple Podcast, un like sur YouTube. Un pouce sur Facebook. Et puis, vous pouvez aussi envoyer cet épisode à vos contacts par message, par SMS, par email. Par hibou, tout ce que vous voulez. Et ce podcast est donc diffusé tous les 15 jours, le lundi matin ou le dimanche soir pour ceux qui sont les plus attentifs. Alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.